Les fantômes du cinéma, analyse et réflexion. Les fantômes sont les seuls monstres qui existent dans toutes les cultures, quelle que soit leur sophistication ou leur primitive. Poltergeist est le film les plus élaborés des Lovedas, plus profond et plus amusant qui a jamais été fait. La Lueur sans aucun doute l'histoire des fantômes par excellence. J'ai fait un nœud dans mon estomac avec la performance de Jack Nicholson. Le sixième sens est un chef-d'œuvre qui raconte une histoire de fantômes d'une manière jamais vue. Vous pouvez voir des fantômes et des esprits, morts qui marchent comme si rien. Ainsi Dieu contribue au sexe à l'humanité. Presque aucun autre film de peur que nous avons déjà vu. Le Signal a des scènes si inquiétantes. Cela m'a coûté plusieurs jours pour confirmer le rêve après l'avoir vu. Les histoires de fantômes traitent de la façon dont le passé ternit le présent. Ils nous font nous demander s'il y a autre chose, si nous allons dans une sorte de limbe, au paradis ou à l'enfer. Je mets les cheveux en parlant de cela. L'histoire de la terreur. Histoire fantôme, vampires, loups-garous, zombies, personne ne pense qu'ils sont réels. Mais si vous demandez à la majorité les fantômes, ils vous diront qu'ils sont sûrs qu'ils en ont vu. Qui existent, qu'ils ont ressenti ou enchanté. Par conséquent, le sous-genre des fantômes ne se démode jamais. Ces films sont avec nous depuis que le cinéma a été inventé. Le premier film de peur, Le Manoir du Diable, de 1896, était des fantômes. Mais jusqu'aux années 80, les esprits étaient à peine vus à l'écran. Et si je le savais, ils n'étaient pas très convaincants. Tout cela a changé avec Poltergeist. Poltergeist a été l'un des premiers films de peur quand il était enfant. Il m'a terrifié à l'époque. Aujourd'hui, ils ont toujours peur des fantômes. Je l'ai vu comme un enfant. J'ai été ému par l'histoire, la magie derrière l'incertitude, au-delà et les esprits. Poltergeist est un film sur une maison enchantée à la périphérie, l'endroit le moins terrifiant du monde. C'est une famille qui vit dans une maison de la vallée de San Fernando pleine d'esprits, car elle a été construite sur un cimetière qui se rebelle maintenant contre eux. Poltergeist me fascine. Il a été rassemblé de presque toutes les décennies de terreur. Et il les a rejoints pour créer toutes ces mauvaises vibrations. Le directeur du massacre du Texas, Tobe Hooper, et Steven Spielberg, directeur de Requin ou à la recherche d'Ark Lost, ont provoqué mon pire souvenir de l'enfance, ce film. Steven contribue toujours à l'enthousiasme et à l'énergie au projet. Tobe apporte la logique et l'aspect final du film. Ce qui leur arrive, c'est Tobe sous sa forme la plus pure, mais la famille ne peut pas être plus de style Spielberg. L'important était que la famille était dynamique, qu'il y avait une cohérence et que tout était facile à digérer jusqu'à ce que la chose devienne sérieuse. C'est un film qui dépeint l'immense culpabilité et la honte que nous ressentons de laisser nos enfants devant un téléviseur qui sert de kangourou. Nous savons que ce n'est pas juste et nous le permettons toujours. La scène dans laquelle la fille est assise devant la télévision et une main sort pour la faire peur est une métaphore claire. Que nous puissions sacrifier nos enfants devant la boîte idiote. Je pense que Steven et ses collaborateurs ont prédit. Dans Poltergeist, c'est vrai. La télévision nous attrape. Sa petite fille est piégée entre ce monde et l'autre. Au cours du film, la mère va en enfer elle-même pour sauver sa fille. Le sort que Poltergeist avait été que les réalisateurs avaient un bon budget pour capturer leur imagination à l'écran. Un esprit descendant pour la première fois. Une sensation de corps et des bras à venir. Juste au moment où vous commencez à voir les doigts, ça va whoosh, se brise comme soufflé. Tout ce que Tobe et Steven ont imaginé qu'il devrait être dans le film apparaît. Et il n'y a pas d'images informatiques. Ma mère, la scène du visage. Il peut être divisé en 3 phases. Le premier est moi avec quelques rayures. Ensuite, je sors avec une prothèse sur le visage et je le vois en morceaux. Et à la fin, c'est juste une poupée qui me ressemble beaucoup. Mais si vous regardez, ce sont les mains de Steven Spielberg qui commencent tout cela. Quand ils m'ont appris comment j'étais, je ne pouvais pas m'arrêter de rire. Et quelqu'un de son m'a dit que c'était tellement drôle et j'ai répondu que personne n'allait oublier cette scène. Je commence mon visage et passe par le drain. Il y a de nombreux effets. Optique, set avec une perspective forcée, un contre-zoom. Lorsque Joe Bess Williams court dans le couloir et d'autres effets incroyables et pratiques. Ah, oui, l'arbre heureux. Steven avait un souvenir de quand il était peu d'arbres à l'extérieur de sa pièce qui le terrifiait. C'est pourquoi l'arbre a dû partir. Il était fait de caoutchouc, mais quelqu'un l'avait mis comme des nœuds, ou je ne sais pas, des épines. Bien sûr, quand je devais aller à lui, j'ai gratté entier. Avec la pluie et les éoliennes, les rayons et toutes les choses qui ont émergé. Quelle folie, que cet arbre a pris vie, pour moi, c'était très intense. Chaque fois que c'était la nuit et que j'ai regardé par la fenêtre, je ne pouvais pas m'arrêter de l'imaginer à l'extérieur. Le thème de l'arbre m'irrite toujours. C'était la pire chose que j'ai prise de tout le film. C'est aujourd'hui la piscine. Craig Rake, le manager du Daring, l'a rempli de squelettes. Nous avons pris un coup de feu et avons dit qu'il n'a pas besoin de sentir comme ça, car ça sentait beaucoup. Et il m'a dit, ils étaient vraiment. Maintenant, c'est presque une blague. Si une maison est construite sur un cimetière indien, vous savez qu'il sera ravi. Dans Poltergeist, la meilleure phrase du film sort à la fin, lorsque Craig T. Nelson attrape James Karen de ses épaules et lui dit « Ils sont de salopes, vous avez déplacé le cimetière,
Mais vous avez quitté les corps, n'est-ce pas? Ils sont de salopes, vous avez quitté les corps et vous n'avez déplacé que les pierres tombales. Vous n'avez déplacé que les pierres tombales. Je pense que cela en dit long sur les États-Unis. Nous avons déplacé les pierres tombales, mais nous avons continué à avoir les corps. La mémoire de Poltergeist réside dans la saga Insidieuse, dans lequel on nous montre encore plus de fléaux d'âmes sans repos. Des autres mortels sympathiques. Insidious of James Wan est l'histoire fantôme du XXIe siècle. Il a un choc, un suspense et de nouvelles émotions pour un public qui croit qu'il a tout vu. C'est agréable de jouer un tel sujet. Cette paix domestique qui respire soi-disant à la périphérie. C'est amusant d'entrer et de déranger la paix domestique de cette famille. Insidious concerne un père et une mère qu'ils perdent leur fils dans l'au-delà. Qu'est-ce que cela signifie? Le plus est un monde bien au-delà de la nôtre, est un royaume sombre rempli des âmes torturées des morts. Un endroit pas destiné aux vivants. Et tous ces fantômes qui fréquentent la maison de cette famille essaient d'entrer dans le corps de leur fils, un conteneur vide. Ils feront donc tout à leur portée pour récupérer leur fils. Essayez ce que les parents feraient lorsqu'ils perdent leur fils ou s'il est tombé malade. Quand 20 minutes se sont écoulées et que le public commence à se demander pourquoi il ne quitte pas la maison, Patrick Wilson dit à Rose Byrne. Et il bouge. Mais le paranormal suit la nouvelle maison. Peu importe où ils vont, ces choses vous suivront partout. Il contacte mon personnage, Élise Régnier, qui est un Ghostbusters bien connu, pour ainsi dire. Je pense qu'Élise est unique dans le sens où ce n'est pas l'héroïne typique. C'est ainsi que vous mourrez. Pas aujourd'hui, ça l'est. J'ai essayé de trouver un domaine d'empathie et de réceptivité. Élise est très sensible, elle est sensible à ses énergies. OMS, Subion est là avec la maman, il est en ligne. C'est une capacité commune. Je ne pense pas qu'il n'en ait que quelques-uns. Mais nous subissons tellement d'interférences que nous ne faisons pas attention. Mais nous nous entendons, imaginez d'autres mondes. La première musique Insidious était grande, car en général, elle a été enregistrée de manière très pure et naturelle. Un ami a trouvé un piano de délinquant et lorsque vous avez touché une clé, des années de poussière accumulée sont sorties. Il l'avait abandonné dans l'allée derrière son studio qui avait été secouru et m'avait laissé enregistrer. C'était fondamental pour le son de ce film. Nous étions très heureux quand Insidious a connu un tel succès et que les gens l'ont également accueilli. La mort est inévitable, nous avons tous le temps. Je crois que dans les films fantômes, ils plaisent à l'homme, il faut répondre à la question de savoir s'il y aura la vie après la mort. Nous savons très peu de choses sur le monde des esprits, nous y croyons ou non. J'ai tendance à croire en tout parce que je pense que nous savons peu de choses sur beaucoup de choses. La saga Insidieuse et Poltergeist nous a montré des familles normales unies par un amour si fort qu'ils sont capables de survivre à une attaque surnaturelle. Mais l'un des meilleurs réalisateurs de tous les temps nous a appris une image beaucoup plus sombre de la paternité et au-delà. Les maisons enchantées sont un classique dans les films d'horreur. Ce sont normalement des endroits sinistres où ils se sont engagés ou sont sur le point de commettre des meurtres. Deux films de ce genre se distinguent par les autres. La lueur de Stanley Kubrick et Le manoir ravi de Robert Wise. Et surtout, les films fantômes travaillant et c'est ce que vous ne pouvez pas voir. C'est pourquoi pour moi, Le manoir enchanté, qui est mon film d'horreur préféré, se sépare. C'est le meilleur film d'horreur du monde. Les morts ne sont pas silencieux à Hill House. Le manoir enchanté fait un groupe de personnes qui visitent une maison sombre en ruine pour découvrir ce qui éveilla les esprits surnaturels. Il raconte également l'histoire d'une femme qui avait une relation compliquée avec sa mère et s'enfuit de cette expérience. Le manoir enchanté est si bon parce que nous ne voyons rien. Nous ne voyons pas les fantômes. Ils n'entendent et ne se sentent pas. Notre esprit a une liberté absolue de parcourir la maison. Il a tellement peur car Wise se concentre sur les visages des personnages. Parce que c'est ce qui vous fait savoir ce qu'ils ressentent. Pas des fantômes. Le premier film qui m'a fait peur au point de ne pas pouvoir regarder était Le manoir enchanté. J'avais environ 11 ans et je n'avais jamais rien vu de tel quand il frappe à la porte, comment elle est dilatée. Puis elle monte très peu d'escaliers en spirale stable. Et quand la porte s'ouvre et que la femme du professeur sort, il le fait. Je suis presque mort. Cela me donne presque une crise cardiaque. Je pensais que je ne le dirais pas. Bien sûr, a-t-il dit. Et 17 ans plus tard, le réalisateur légendaire Stanley Kubrick a adapté son deuxième roman, The Glow, au grand écran. Comme Le manoir enchanté, il s'agit d'un endroit maléfique et de l'effet que les gens qui habitent. Jack Nicholson incarne Jack Torrance, un écrivain alcoolique qui accepte le travail de l'hôtel Overlook pendant l'hiver. Vous savez, Doc, lorsque le substitution se produit, il peut laisser une trace de lui-même. Des choses que les gens qui brillent peuvent voir. Jack et son fils Danny ont un cadeau psychique, une lueur avec laquelle ils voient les fantômes des gens tués à Overlook. Ces fantômes terrorisent Danny tandis que Jack rend fou. Jack Torrance est alcoolique. Il ne sait pas comment se contrôler. Et blâme son fils et sa femme de son impuissance créative. Cet hôtel a quelque chose qui aspire aux personnes qui y restent tuées. Oh, 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 oh. La lueur a des scènes emblématiques typiques de l'un des meilleurs réalisateurs de l'histoire. Mais Kubrick a apporté quelques modifications à l'histoire qui n'étaient pas au goût de King, son auteur.
Je l'ai apprécié de la même manière que vous appréciez une Cadillac bien restaurée sans moteur. Non, 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 non. La seule chose que je lui ai, c'est qu'il n'y a pas d'arc de personnage. Dans le livre, Jack Torrance commence comme un homme bon qui essaie d'obtenir le meilleur pour lui et sa famille. Je pense que Jack Nicholson l'a interprété comme s'il était déjà fou depuis le début. Fou du travail. Dans la conversation qu'ils ont eue dans le bureau de Monsieur Ullman, Jack répond, bien sûr, Monsieur Ullman. Je crois également que Kubrick a pris un nouveauté et un suspense et l'a transformé en film culte. Kubrick voulait faire le contraire d'un film d'horreur. Je voulais aller à l'encontre des thèmes récurrents du genre. Pensez-vous que vous savez comment un film de peur est réalisé? Je vais t'apprendre comment je fais. Quelque chose qui joue contre la convention dans la lueur et la clarté de la lumière. Et toujours avec des avions larges parce que cela ne fait pas la terreur classique de personnes qui sortent de nulle part et vous poignardent ainsi que des choses comme ça. C'est plus psychologique. C'est pourquoi cela fonctionne dans son travail. Il donne plus de mauvais coffres. Une grande partie du film dépend de la perspective des différents personnages. Pour Danny, une chose arrive. Pour le personnage de Jack Nicholson, c'est une menace invisible qui le saisit. Et pour Shelley Duvall qui fait peur aux histoires de fantômes. Tout prend une forme horrible. Tout est subjectif, ce qui vous fait voir encore plus de peur. La famille est un grand soutien pour raconter des histoires d'horreur parce que c'est quelque chose d'intime. Nous l'avons très proche et cela peut être dangereux si votre famille n'est pas correcte. L'hôtel Overlook et cette famille traumatisée font un très bon couple. C'est l'endroit idéal pour que tout s'effondre. C'est généralement le cas dans les maisons fantômes et enchantées. Les personnes atteintes de traumatisme y vont pour une raison ou une autre et la maison la reçoit avec plaisir. Ce sont des personnes prédisposées à être affectées par l'obscurité tacite. L'enfant de la lueur a vu les mauvais esprits des morts. 2 décennies plus tard, le sixième sens raconte l'histoire d'un autre enfant tourmenté. Cette fois pour les fantômes à la recherche d'aide désespérément. Les gens aimaient-ils les gravures et les cercueils? Il existe de nombreuses façons de raconter une histoire dans le contexte de la terreur. D'une manière superficielle ou de l'intellectualité. Il y a beaucoup de couleurs. Que? Spectre, un thriller surnaturel. Ils ont donc qualifié le sixième sens. Il y avait l'ordre de ne pas dire que c'était un film d'horreur. Étant brillant et terrifiant, il ne voulait pas s'appeler Fear Movie, comme s'il s'agissait d'une insulte. Cole Sear est un garçon de 8 ans qui vit à Philadelphie avec sa mère célibataire. Il y a des problèmes et des problèmes qui le dérangent et rencontre un psychologue d'enfants. Non, 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 et il essaie de traiter l'école, essaie de l'aider et finit par découvrir que Cole voit des fantômes et des esprits qui marchent comme si rien, et qu'il rentre même chez eux. Mère, non, le dîner n'est pas prêt. La meilleure chose est que lorsque quelqu'un comme Night Salaman fait quelque chose comme le sixième sens, il est sûr de tout arrêter et de le rendre intime, de se concentrer sur les actions et d'acheter rapidement la prémisse. Le sixième sens se déplace. Le but de tous les fantômes était de résoudre leurs affaires humaines, ce qui a plus peur qu'un simple esprit. Il avait également de grands acteurs. Bruce Willis était incroyable, différent de ce à quoi nous étions habitués. Haley Joel Osment était parfait. Son visage dépassait l'expression, la douleur et la solitude. Tellement qu'il semblait que j'avais 40 ans au lieu de 10. Dans ce film, Haley Joel Osment est exceptionnel et vous attrape à la fois lui et l'acteur qui ne peut pas éviter de se sentir désolé pour le défunt à travers ses yeux. Le tournage était mon éducation sur les films d'horreur parce qu'ils m'ont appris de nombreuses images pour me servir un exemple sur la façon dont les gens agissent dans des situations comme celle-ci, car à 10 ans, vous n'avez pas vécu des expériences aussi traumatisées. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi m'as-tu quitté? Je ne t'ai pas quitté. Je n'attendais pas la fin du film, j'avais très peur. Non, ni toi ni personne. Quiconque le dit l'a deviné de manière flagrante. Moi non plus. Personne n'est attendu. L'avez-vous deviné? Non. Ah, eh bien, j'allais vous dire que vous. Je ne suis pas en mesure de deviner la fin de savoir s'il a écrit un crime. Imaginez le sixième sens. C'est un film terrifiant, mais la peur ne lui donne pas des fantômes, mais les gens qui craignent de ne pas pouvoir communiquer entre eux. En fait, la communication est le thème du film. C'est exact, c'est ce que je pense aussi. Ils veulent juste de l'aide, même les effrayants. Ce qui libère finalement l'école de sa situation pour réaliser que ce doit être un pont entre ceux qui veulent communiquer avec les vivants. Et bien que Night nous frappe des peurs et crée des circonstances qui nous donnent vraiment peur, je pense que le film ne vieillit pas parce que nous pouvons tous s'identifier à ce désir de dire des choses que nous ne pourrions jamais à nos proches. Vous êtes venu à l'endroit où ils l'ont enterré. A demandé la question d'Hera. Elle a dit, Teancerley. Tous les jours. Le thème des fantômes qui ont besoin de vivre pour résoudre leurs affaires n'ont pas commencé dans le sixième sens. Les meilleures histoires de tous les temps traitent des meurtres que les morts veulent que nous résoltions. Les fantômes font peur, mais dans certaines œuvres, les esprits ne veulent pas tourmenter les vivants. Ils sont victimes de crimes horribles et recherchent justice. Peut-être que le meilleur film mystère de tous les temps est à la fin des escaliers. Il n'est pas aussi célèbre que L'éclat ou le Poltergeist, bien qu'il le devrait. À la fin des escaliers, c'est l'un des meilleurs longs métrages fantômes américains.
C'est très choquant et George C. Scott est super. George C. Scott est un compositeur qui a fait face à la mort de sa fille et de sa femme dans un accident de la circulation. Il finit par déménager dans un énorme manoir rampant qui est vide depuis des années. Essayez de vous débarrasser des souvenirs de votre fille. Et pendant son séjour, remarquez que quelque chose essaie de communiquer avec lui. Au début, ce sont des choses subtiles, comme une clé de piano qui sonne seule. Mais ensuite, ils deviennent des coups tonitruants. Yassi se rend compte qu'il y a quelque chose dans la maison qui veut le contacter. À la fin des escaliers, c'est très réel. C'est pourquoi je l'aime tellement. Par la façon dont il gère le paranormal d'une manière aussi simple et efficace. Ce fut le premier film qui a fait une simple balle pour donner une peur authentique. La boule basse faisant de la pume, de la pomme, de la pomme, de la pomme. Et George C. Scott est dit, c'est fini. Il le prend donc et va à un pont voisin. Et le jette dans la rivière à environ 20 mètres de haut. Il rentre chez lui en pensant qu'il serait en sécurité et juste au moment où il entre dans les portes, il me met le poulet. Je l'aime. C'est le fantôme d'un enfant qui a été tué dans la maison. George C. Scott comprend que le spectre de cet enfant a quelque chose à dire. Et il a peur et terrifié de penser ce qu'il fera. Mais il est également curieux et veut vous aider par votre propre perte. La tristesse et la terreur la plus profonde sont façonnées main dans la main. Lorsque vous perdez un enfant, c'est quelque chose de si intense et de douloureux que cela vous rend complètement proche des autres expériences. De nombreux films fantômes traitent du sentiment de perte. Ils essaient de donner un sens à la mort de leurs proches et à leur signification. Que se passera-t-il lorsque nous ne le serons plus? Si nous nous voyons obligés de rester dans cet avion, de l'au-delà, ce sera parce que nous avons des problèmes non résolus. À la fin de l'échelle, c'était la première fois que je me exposais à l'idée que les fantômes ne veulent pas de vivre comme dans la lueur, mais chercher de l'aide. Ils ont besoin de quelqu'un de l'avion des mortels pour les aider. À la fin de l'échelle, ce n'est pas seulement un film d'horreur, c'est aussi un meurtre. Nous voulons savoir ce qui est arrivé à l'enfant et présente un élément que nous n'avions jamais vu auparavant, un fantôme qui communique avec nous pour résoudre un mystère qui les aide à reposer en paix. C'est quelque chose de récurrent dans les films de Guillermo del Toro. En eux, nous ressentons la douleur des esprits. Contrairement à La fin des escaliers et d'autres films similaires, le Toro nous permet de voir les fantômes. Le garçon tué à El Espinazo del Diablo est l'un des personnages les plus choquants du cinéma. Guillermo a un cadeau visuel. Santi est un fantôme aux yeux vitreux et un écart sur son front. Blood hors de la blessure comme s'il flottait. L'eau circule selon les conditions dans lesquelles il est mort. Parce qu'il s'est noyé. Mais le plus grand film fantôme de Del Toro est Le Sommet Scarlett 2015. Il utilise le mélange d'effets réels avec des images informatiques pour amener la terreur gothique à un niveau artistique et visuel jamais vu. Le Sommet Scarlett était mon 5e ou 6e film avec Guillermo del Toro. Quand il m'appelle et me dit qu'il veut qu'il sorte dans son film, je ne lui pose pas de questions, j'accepte simplement et je découvrirai ce que c'est, parce que je lui fais beaucoup confiance. Et quand il m'a dit qu'il ferait 2 de ces 5 femmes fantômes à l'écran, j'ai dit, pardonne, quoi? Le Sommet Scarlett est une femme qui a perdu son père. Edith rencontre un gentleman qui offre une vie meilleure s'il déménage avec lui. Et avec elle, laisse sa dot et son héritage. Mais la maison à laquelle il faut est habitée par de nombreuses femmes fantômes qui ont vécu un passé similaire. Parce que ce n'est pas la première fois. Ce que j'aime le plus dans Le Sommet Scarlett, c'est que les esprits ne sont pas destinés à avoir peur. Son apparence peut être désagréable à l'œil nu, mais ils sont là pour avertir et aider cette fille à ne pas devenir l'un d'eux. Les histoires de fantômes traitent de la façon dont le passé ternit le présent. Faulkner a déclaré que le passé n'est pas mort, il n'est même pas passé. L'effusion de sang du passé se dirige vers le présent. Les fantômes du Sommet Scarlett ont été victimes de meurtres de sang-froid. Comme cela s'est produit dans Le Signal, seul cela ne veut pas vous aider. C'est un tueur en série qui quitte sa tombe. Avez-vous entendu parler de cette bande vidéo qui vous tue lorsque vous montrez? Quel genre de bande? Une bande, pour réguler le ruban. Le Signal est une bande vidéo que si vous le voyez, 7 jours, vous mourrez. Naomi Watts joue un journaliste qui écrit sur cette histoire et la bande dans l'enquête sur l'affaire. Elle la ramène à la maison et son fils la voit. Donc, l'histoire va non seulement d'un journaliste qui enquête sur un événement pour trouver une cause, mais d'une mère qui essaie de sauver la vie de son fils. Il a une structure pour contrer l'or. Si vous regardez la vidéo, vous savez que vous avez 7 jours avant de mourir. Votre vie va piquer. Il ressemblera de plus en plus à un cauchemar. Et vous ne pouvez rien faire pour l'éviter. Et comme le caractère de Naomi Watts recueille des informations, nous voyons que ce qu'une fille devrait nous inquiéter est. C'est celui qui vous poursuivra et à la fin il viendra pour vous. Samara, Le Signal est un remake du film japonais The Ring. Il partage des arguments, mais les cultures occidentales et orientales diffèrent dans les histoires de fantômes. C'est une approche très spécifique. Les films japonais n'ont besoin que d'un visage pâle et de cheveux longs et noirs. C'est un symbole qu'ils utilisent depuis des années. C'est une icône qui fait peur et met la peau de poulet au public japonais, mais pas à l'américain.
Le Signal américain a été fabriqué avec 240 millions de dollars, donnant lieu à une vague de remakes de films japonais. La terreur japonaise menaçante et sombre a atteint des films hollywoodiens, de la même manière que le remake d'Andrew Douglas, La demeure de la peur, en 2005. C'était la première fois que nous voyions des films asiatiques de ce style et nous étions captivés par ces images inédites pour nous. La fille qui se tord tout en la tenant collée sur le toit est une scène très typique de ces films d'horreur. Mais Le Signal reste l'œuvre la plus réussie basée sur une terreur japonaise classique. Le Signal a des scènes si inquiétantes qui m'ont coûté plusieurs jours pour concilier le rêve après l'avoir vu. J'ai aimé regarder la télévision et chaque fois que le bruit blanc sortait à l'écran, j'avais peur. Ces images ont supposé un avant et après. Je crois que jusqu'à aujourd'hui, ils continueront d'héberger. Fait appel à la peur de notre propre mortalité, qu'ils nous donnent un diagnostic qui dit que nous avons le temps, et de ne pas pouvoir jeter le frein et nous demander de rester un peu plus. Les fantômes sont différents selon les cultures et les religions. Certains sont bienveillants et autres mal. Mais ce combat existe toujours. Parce que quand quelqu'un décède, où ça va? J'ai un ami qui dit que les gens ne meurent pas, qu'ils partent en vacances. Et si vous demandez, où est Larry? Il vous dira qu'à Rio de Janeiro, bronzage, car un jour ils sont ici et le lendemain non. C'est pourquoi nous avons des cérémonies, des funérailles et des rituels, pour nous aider à faire face à cette douleur. Et une partie de cette douleur est basée sur le fait de ne pas savoir où ils vont. Le cinéma aide également, c'est thérapeutique, parle de cette destination.